de l'attaque meurtrière du Hamas en Israël à l'ordre d'évacuer la ville de Gaza, en passant par les manifestations dans le monde arabe et le balai diplomatique à Tel Aviv pour tenter de calmer le conflit. France 24 revient sur les 15 jours qui ont replongé le Proche-Orient dans la guerre. 15 jours de guerre sans répit. Du déclenchement du conflit, le samedi 7 octobre, après l'attaque surprise lancée par le Hamas palestinien sur le sol israélien et la réplique de l'État hébreu sur la bande de Gaza, aux craintes d'une extension du conflit à l'ensemble de la région, France 24 revient les moments forts de ces 2 semaines de guerre qui ont fait 1400 morts en Israël, et plus de 4130 morts à Gaza. 7 octobre, le Hamas lance une attaque d'une ampleur inédite en Israël. Vers 6h30, samedi 7 octobre, le Hamas commence à tirer des milliers de roquettes vers Israël, atteignant des cibles jusqu'à Tel Aviv et la périphérie de Jérusalem. En parallèle, des combattants du Hamas s'infiltrent dans le territoire israélien, et prennent d'assaut plusieurs villes, villages, kibboutz et bases militaires, et massacrent des civils. Des combattants envahissent aussi une rave party, Tribe of Nova, qui battait son plein depuis la veille à quelques kilomètres de la bande de Gaza, en plein cœur du désert de Negev. Sur place, près de 250 personnes sont tuées, selon un bilan des autorités israéliennes, plusieurs autres sont enlevés. 5 heures après le début de l'attaque du Hamas, d'une ampleur inédite, le Premier ministre israélien fait sa première déclaration à la nation « Israël est en guerre », affirme-t-il solennellement, annonçant organiser immédiatement la riposte et l'envoi de troupes et des forces de réserve pour reprendre le contrôle des villes prises par le Hamas. 8 octobre, Israël riposte et pilonne la bande de Gaza. Dès les heures qui suivent, l'État hébreu lance sa riposte militaire baptisée « Sabre de fer ». Un déluge de frappes aériennes s'abat depuis sur la bande de Gaza, détruisant plusieurs bâtiments présentés par l'État hébreu comme des centres de commandement du Hamas mais aussi de nombreux immeubles d'habitation. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible, nous allons changer le Moyen-Orient, promet alors Benjamin Netanyahou. Et Israël n'en reste pas là. Le gouvernement annonce aussi le siège complet de l'enclave palestinienne, où quelques 2,3 millions de Palestiniens vivent sous blocus israélien depuis 2007. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, résume le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. L'annonce est vivement dénoncée par la communauté internationale et les ONG, rappelant que l'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire. 9 octobre, en France, des manifestations en soutien à Israël. La guerre Israël-Hamas provoque une onde de choc à l'international. Partout, des manifestations spontanées en soutien à Israël ou aux Palestiniens s'organisent. En France, un rassemblement en soutien à Israël réunit plusieurs milliers de personnes à Paris le 9 octobre. En revanche, les manifestations pro-palestiniennes tournent court. Le 12 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce leur interdiction, estimant qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Plusieurs milliers de personnes se réunissent tout de même le jour même place de la République, à Paris, mais aussi à Lille, Rennes, Toulouse ou encore Bordeaux pour défendre le droit des Palestiniens à des conditions de vie dignes, mais sont rapidement évacués par la police. Minuit 55. Saisi par une association pro-palestinienne sur la question, le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative de France, a cependant rappelé mercredi 18 octobre au gouvernement que les manifestations pro-palestiniennes ne pouvaient être interdites systématiquement et qu'il revenait au seul préfet d'apprécier s'il y avait localement un risque de trouble à l'ordre public. 13 octobre, Israël ordonne l'évacuation de civils du nord de la bande de Gaza. Le 13 octobre au matin, l'armée israélienne ordonne l'évacuation de tous les civils de Gaza du nord vers le sud de l'enclave palestinienne. Selon l'ONU, environ 1,1 million de personnes sont concernées, soit la moitié de la population de la bande côtière de Gaza. Ils ne seront autorisés à retourner chez eux que lorsqu'une annonce le permettant sera faite, précise alors l'armée israélienne. Immédiatement, l'ONU alerte sur les potentielles conséquences humanitaires d'une telle évacuation. Dès le lendemain, des milliers d'habitants de Gaza fuient la zone concernée par tous les moyens à pied, sur des remorques, des charrettes ou à moto. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé jeudi 19 octobre que le nombre total de personnes déplacées à l'intérieur de Gaza pourrait avoir atteint le million, dont aussi 100 000 dans la partie sud de l'enclave. Alors que sur le terrain, l'armée israélienne assure avoir repris entièrement le contrôle des zones situées autour de Gaza, plusieurs analystes voient derrière cet ordre l'imminence d'une offensive terrestre dans l'enclave palestinienne. La prochaine étape arrive, confirme Benjamin Netanyahou lors d'une visite aux soldats israéliens près de la bande de Gaza. Nous sommes tous prêts, écrit-il sur X, ex-Twitter. 16 octobre, en Israël, la longue attente des proches des otages du Hamas.
Au moins 199 personnes ont été enlevées par le Hamas et le Djihad islamique le 7 octobre, lors des attaques des mouvements terroristes de la bande de Gaza en Israël, selon les autorités israéliennes. Parmi elles, Mia 21 ans, dont le Hamas a diffusé une vidéo, lundi 16 octobre, sur son compte officiel Telegram. On y voit la jeune franco-israélienne être soignée au bras puis, face caméra, elle décline son identité et explique notamment avoir été opérée. 26, 52. 17 octobre, une frappe sur un hôpital de Gaza fait plus de 200 morts. Une explosion à l'hôpital Ali Arab, dans le centre de Gaza, fait entre 200 et 500 morts selon les sources locales. Il s'agit de l'épisode le plus meurtrier à Gaza depuis le début de la guerre Israël-Hamas. Depuis plusieurs jours, des centaines de civils s'étaient réfugiés dans les hôpitaux de la ville par crainte des bombardements. Rapidement, la frappe devient l'objet d'une guerre de communication entre le Hamas et Israël. Le mouvement islamiste palestinien accuse l'État hébreu. L'armée israélienne, de son côté, impute l'explosion à un tir de roquette raté du Djihad islamique, allié du Hamas et qui a qualifié ces accusations de mensonges. 18 octobre, dans le monde arabe, des milliers de personnes manifestent pour la Palestine. La frappe sur un hôpital à Gaza provoque une vague de colère dans le monde arabe, où des milliers de personnes descendent dans la rue pour manifester. D'importants rassemblements s'organisent à Amman, Tunis, Beyrouth, Damas et d'autres capitales en soutien à la cause palestinienne. 1h48. Dans la capitale jordanienne, la Jordanie accueille de nombreux réfugiés palestiniens. Environ 10 000 personnes se réunissent ainsi devant l'ambassade israélienne pour exiger l'expulsion de la mission diplomatique israélienne. Au même moment, en Tunisie, des milliers de manifestants pro-palestiniens se rassemblent devant l'ambassade de France, condamnant le soutien occidental à Israël. Des milliers d'Égyptiens battent également le pavé dans différentes villes du pays, où manifester est habituellement illégal, selon des images diffusées par des médias locaux et sur les réseaux sociaux. La colère gronde jusqu'au Yémen où une manifestation massive de soutien aux Palestiniens a lieu dans la capitale Sanaa, aux mains de rebelles houthis, proches de l'Iran. Parmi les groupes à appeler à cette journée de colère, le Hezbollah. Une rhétorique qui suggère une montée en puissance de la menace venue du sud du Liban pour Israël. Preuve de cette inquiétude grandissante, l'État hébreu a commencé à évacuer des localités à sa frontière avec le Liban en prévision de l'ouverture éventuelle d'un affrontement avec le mouvement islamiste politico-militaire pro-iranien. 19 octobre, Joe Biden, Rishi Sunak, un balai diplomatique pour stopper l'escalade. Depuis le début de la guerre, dirigeants et représentants occidentaux se succèdent au Proche-Orient pour exprimer leur solidarité aux Israéliens et tenter de circonscrire le conflit. Parmi eux, le chancelier allemand Olaf Scholz, mais surtout Joe Biden, qui s'est rendu mercredi en Israël pour une visite de solidarité. Le lendemain, c'était au tour de Rishi Sunak. En déplacement dans l'État hébreu, le Premier ministre britannique a exprimé son soutien et appelé à accélérer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Le balai diplomatique s'intensifie aussi en Égypte, où le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le roi Abdallah II de Jordanie pour évoquer l'agression israélienne sur Gaza. Ces deux pays, qui ont souvent joué les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens, mettent en garde depuis plusieurs jours contre un déplacement forcé de Palestiniens sur leur sol. 20 octobre, tous les regards tournés vers Rafah pour l'ouverture d'un couloir humanitaire. De nombreux camions humanitaires attendent depuis des jours près de la frontière avec l'Égypte, à proximité du point de passage de Rafah, pour pouvoir acheminer des produits de première nécessité jusqu'à la bande de Gaza. L'aide humanitaire devrait pouvoir entrer dans la bande de Gaza demain, samedi, ou dans ces eaux-là, a espéré vendredi le responsable des situations d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths, tandis que des blocs de béton installés par les Égyptiens après les bombardements d'Israël sur cette frontière avec Gaza ont été enlevés. L'ONU estime que les quelques 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants, sont au bord de la catastrophe car Israël leur refuse tout accès à de l'eau, de l'électricité et du carburant. Quant aux réserves de nourriture, elles seront bientôt épuisées. Avec AFP.